Il est quasiment 14h sur BFM TV. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bonjour Fanny. Bonjour Stéphane. On est ensemble jusqu'à 18h dans l'après-midi info. À la une, aujourd'hui, attention à cette très grande vigilance canicule dans une large moitié du sud de l'Hexagone. 42 départements en alerte orange aujourd'hui avec des pointes attendues à 42, 43 degrés par endroit. Et ce sera pire demain avec 4 départements supplémentaires dans cette vigilance orange. La chaleur qui impacte les conditions de travail et l'activité économique des zones concernées. Démonstration dans un instant avec Victor Pérez-Boucheron que nous retrouverons à Orange auprès de travailleurs. Faire travailler les salariés gratuitement sur 2 jours fériés. François Bayrou demande aux partenaires sociaux de plancher sur cette mesure que le Premier ministre souhaite intégrer à son projet de budget 2026 d'ici fin septembre. Objectif, économiser 4,2 milliards d'euros à l'État. Nous verrons comment réagissent les principaux intéressés à cette proposition. Plus de 2500 agressions par an, 48 par semaine donc. Les élus sont de plus en plus pris pour cible, comme le maire de Villeneuve-de-Marcq en Isère, dont l'agresseur présumé a avoué les faits mais nie toute intention de meurtre. Le point sur l'enquête dans ce journal, après la prise de parole du procureur de la République de Grenoble ce matin. On vous parlera aussi de la montée au créneau de la France et des principaux dirigeants européens pour faire pression sur la Russie après l'annonce du sommet entre Trump et Poutine vendredi prochain en Alaska. Une réunion sur l'avenir de l'Ukraine à laquelle le pays n'est pas convié. Quelle issue possible? Décryptage avec nos spécialistes dans ce journal. Mais tout d'abord, cette vigilance canicule qui concerne 42 départements d'une grande moitié sud aujourd'hui pour la vigilance donc orange. Les températures qui pourraient avoisiner les 40 degrés, peut-être même localement dépasser les 42, 43 degrés. Le Vaucluse qui fait partie de ces départements en vigilance. C'est là qu'on retrouve Victor Pérez-Boucheron à Orange avec une professionnelle de la restauration. Comment travailler dans de telles conditions ? Oui, tout à fait. On a quitté justement la professionnelle de restauration. Regardez, il fait 37 degrés. Nous sommes au Théâtre Antique d'Orange, baigné de soleil, arrosé de soleil. Et regardez ces travailleurs qui travaillent pour un événement de sport de combat ce soir. Ils ont travaillé hier de 14h à minuit en plein soleil, en pleine chaleur, ressenti plus de 40 degrés quand on travaille. Et je suis avec Victor. Victor, vous êtes technicien vidéo. Comment ça se passe? Comment on s'adapte dans ces fortes chaleurs? Eh bien, on couvre la tête, on boit beaucoup d'eau et puis on met de la crème solaire. Puis on essaie de profiter des zones d'ombre dès qu'il y en a, un petit peu. Mais là, au Théâtre Antique, c'est difficile. Il faut aussi protéger les hommes, mais également le matériel. Le matériel, il souffre. Oui, il souffre beaucoup, autant que nous presque. Mais on le couvre avec des couvertures de survie côté réfrigérant et on espère qu'ils tiennent jusqu'à ce soir. Ce soir, même dans l'après-midi, jusqu'à 40 degrés en ressenti. C'est compliqué pour les organismes. Comment vous l'avez ressenti, vous, ces derniers jours? On s'est adapté assez vite parce qu'on n'avait pas trop le choix, mais on s'hydrate beaucoup et ça aide. Donc, voilà. On vous souhaite bon courage malgré tout. Merci beaucoup, bonne journée. Vous l'avez compris, jusqu'à 40 degrés en ressenti aussi au Théâtre Antique d'Orange. On est baigné de soleil, bien que le vent, vous le voyez, s'est levé. Merci beaucoup Victor Pérez-Boucheron avec Elliot Francom en direct d'Orange. On en parle avec Loïc Rivière, notre journaliste météo-climat BFM TV. Donc avec 42 départements, on le disait aujourd'hui en vigilance orange. Ce sera encore pire demain, qui s'annonce comme l'une des pires journées, des plus chaudes en tout cas de la semaine. Il faut vraiment se dire que nous vivons sous cloche en ce moment. La cloche, c'est l'anticyclone qui enveloppe le pays et une bonne partie de l'Europe de l'Ouest également. La chaleur remonte donc d'Espagne et du Maghreb. On va quand même ressentir une influence un peu plus océanique à partir du milieu de la semaine. Nous sommes sur un plateau chaud. Un pic est prévu entre lundi et mercredi. Alors en réalité, la chaleur est déjà bien installée. 42 départements en vigilance orange pour aujourd'hui, 46 demain. Nous allons ajouter la Vienne, les Deux-Sèvres, la Creuse, également la Haute-Corse, qui sera concernée par ces températures caniculaires de jour, de nuit. Cette nuit, à 5 h du matin, on a relevé plus de 30 degrés à Perpignan. Avec l'humidité dans l'air, le ressenti dépassait les 35. En réalité, le jour n'était même pas encore levé. Près de 23 degrés à Millau. Nous sommes dans le Massif central, à 700 mètres. Nuit tropicale, là aussi. Elles vont se généraliser donc sur une bonne moitié sud. Et journée caniculaire, des pointes à plus de 40 degrés à nouveau cet après-midi dans la vallée de la Garonne, en descendant vers le département de l'Aude et dans l'arrière-pays méditerranéen. On va ajouter encore quelques degrés. Plus au nord pour la journée de demain, 42 degrés dans le sud-ouest, peut-être même des pointes à 43 degrés. On devrait s'approcher des 35 degrés dans l'intérieur de la Bretagne et en direction de la région parisienne. Je vous laisse retrouver votre ville sur cette carte détaillée pour ce lundi. Loïc, le préfet de l'Aude, département qui reste en veille pour éviter toute reprise d'incendie, a déclaré ce matin que le département pourrait passer en vigilance rouge dans l'après-midi. Quand le saurons-nous ? Alors ça se discute là,
En ce moment, d'un point de vue météorologique, la situation est claire. On va être très proche des records sur un très large quart sud-ouest. Mais en réalité, une vigilance rouge se discute avec les ministères. Le ministère de la Santé, notamment les ARS, Santé publique France. Tout dépend de la saturation des hôpitaux face à ces très fortes chaleurs durables. Ça va continuer d'ailleurs jusqu'en milieu de semaine, voire même jusqu'en fin de semaine prochaine pour les départements concernés par la vigilance. Nous nous arrêtons dans l'Aude, évidemment. Je vous emmène du côté de Saint-Laurent-Cabreries et voyez l'évolution des températures. Là, on a déjà 35 degrés sur ce secteur, 50 km/h de vent, 50% d'humidité, mais ça baisse sensiblement. La température va probablement dépasser les 40 degrés pour cet après-midi. Voilà pourquoi il est important de maîtriser cet incendie le plus rapidement possible. En début de semaine, 42 voire 43 degrés. On va guetter les orages qui pourraient arriver à partir de mercredi. Alors, il ferait baisser la pression temporairement. Ça permettrait d'arroser là aussi, mais ils vont probablement circuler un peu trop rapidement. Merci beaucoup Loïc pour ces précisions. Chaleur donc en journée, chaleur la nuit également, on l'a vu. C'est pour les personnes les plus vulnérables que cette situation est difficile à vivre. On parle des plus jeunes mais aussi des plus âgés. Oui, on vous emmène en Gironde où les structures accueillant des seniors se mobilisent et déclenchent leur procédure canicule. Des mesures récurrentes et désormais bien comprises. Eléa Morel avec Vincent Hénin. Chez Françoise et son mari, une journée de canicule est une journée passée dans l'obscurité. On regarde la télé. Si je veux faire de la cuisine, je la fais le matin de bonne heure, comme ça, pour pas trop chauffer dans la journée. Je ne refais rien le soir. Sur le balcon, Il fait 30. On a quand même baissé de la température. la retraitée de 84 ans a obtenu l'installation de Store auprès de la résidence senior où elle vit. On peut quand même être sur le balcon. Avant, c'était impossible et de sortir, c'était impossible. Sortir sur le balcon, mais pas plus. Avec près de 40 degrés attendus dans la journée, les seniors sont invités à descendre dans les salles climatisées. Une ambiance pénible pour ces résidentes. Je me mets assise sur une chaise et puis j'attends avec les autres. On est fatigué. On a envie de rien. Le soir, on se met un peu dehors quand il fait bon. Avec la chaleur, les visites aux seniors sont plus récurrentes, tout comme les messages de prévention. Les seniors ont bien intégré les consignes, elles les connaissent et les appliquent aussi depuis plusieurs années maintenant. Pour autant, il est toujours important de rappeler, notamment au niveau de l'hydratation, parce que quand on vieillit, on ne ressent plus la soif comme avant. En période de canicule, la plupart des espaces seniors ouvrent leurs salles climatisées, même aux personnes non résidentes. Claudia Olivier, vous êtes notre correspondante BFM TV. On vous retrouve à Nice, dans les Alpes-Maritimes, où les températures ont dépassé les 32 degrés à l'ombre. La ville qui a déclenché pour cela son plan bleu aujourd'hui pour venir en aide aux personnes dans le besoin. De quoi s'agit-il ? Alors c'est un plan qui a été donc mis en place par la municipalité pour aider les personnes qui sont dans le besoin, les personnes les plus vulnérables. Et on va tout de suite retrouver Jennifer Salle, vous êtes adjointe aux seniors et aux solidarités. Alors concrètement, en quoi consiste ce plan bleu ? Écoutez, le plan bleu s'est mis en place à partir du moment où le plan canicule est déclenché, mis en œuvre par le préfet. Mais Christian Estrosi, le maire de la ville, fait en sorte vraiment d'être au plus proche des personnes qui en ont le plus besoin. Donc notamment nos seniors. Le plan bleu est mis en place dans nos EHPAD pour faire en sorte d'avoir une vigilance renforcée auprès de nos aînés, c'est-à-dire les placer dans une pièce où il y a la clim, les faire boire régulièrement dans les EHPAD. On ouvre également les EHPAD aux personnes extérieures qui pourraient ne pas avoir de pièces climatisées chez elles. Et puis le but, c'est vraiment de prendre soin d'elles. Et nous avons un service, notamment avec un registre des personnes fragiles et isolées, et avec le CCAS et de nombreuses associations qui nous aident. Nous appelons, à partir du moment où le plan est déclenché, nous appelons régulièrement les personnes âgées pour leur rappeler les conduites à tenir, notamment en cas de forte chaleur. Alors ici, nous sommes dans un centre communal d'action sociale qui accueille les personnes les plus démunies. Dans ce plan canicule, concrètement, en quoi consiste-t-il ? Là, on est dans un centre d'hébergement d'urgence pour les personnes en situation de précarité. Normalement, il n'est ouvert que la nuit pour permettre aux personnes de pouvoir dormir. Et dès que le plan canicule est déclenché, nous l'ouvrons en journée pour que les personnes qui sont à l'extérieur et qui souffrent de la chaleur puissent avoir un point de chute pour pouvoir se reposer, pour pouvoir se poser, pour pouvoir s'hydrater, pour pouvoir manger également. Donc voilà, nous sommes et nous resterons ouverts tant que le plan canicule sera mis en place.
Écoutez, merci beaucoup. Alors vous l'avez compris, les températures vont continuer de grimper, donc soyez vigilants avec les personnes vulnérables. Ici, le département des Alpes-Maritimes et celui du Var ont été placés en vigilance orange canicule. Claudia Olivier à Nice pour BFM TV avec Emma. Arnaud, la chaleur dans le sud qui inquiète certains départements aussi sur le plan du risque de feu de forêt. À l'heure actuelle, le Vaucluse est placé en vigilance rouge. 15 autres départements du centre-ouest et du sud-est sont en vigilance orange. C'est encore le cas de l'Aude, Fanny. Exactement, l'Aude dans lequel quelques 1300 pompiers restent mobilisés. Le feu ne devrait pas être maîtrisé avant au moins ce soir et son extinction totale prendra encore plusieurs jours. Oui, alors on va justement y aller dans l'Aude parce que cette situation que l'on connaît depuis mardi a un coût pour l'économie touristique locale. Exemple dans le village de La Grasse concerné par l'incendie qui se retrouve quasiment désert au plein cœur de l'été. On voit ça avec Hugo Smag et Candy Santigal. Là, vous avez les 50 chaises que la mairie nous avait très aimablement prêtées pour l'événement d'aujourd'hui. Ce devait être la fête des vignerons, une tradition et un pic de fréquentation pour cette abbaye. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Les vignerons avaient vraiment pas le cœur à la fête, donc on fera la fête plus tard. Mais aujourd'hui, voilà, l'abbaye qui devait être foisonnante avec 500 personnes espérées, elle est vide. En plein été, l'abbaye de La Grasse accueille plus de 200 visiteurs quotidiens. Cette semaine, seule une vingtaine sont présents. Une chute de fréquentation de 90%. Et le coupable est tout trouvé. On a vu des flammes qui prenaient les bosquets, etc. Donc là, vous pouvez voir ces roussis avec des cimes noires. On a eu peur, mais on voyait bien que c'était sous contrôle. Pas de dégâts dans le village, mais des consignes strictes de la préfecture. Il faut limiter les déplacements, de quoi décourager de nombreux touristes, mais pas tous. On avait des contacts sur place qui nous disaient que tout allait bien. J'imagine que quand on ne sait pas trop ce qui se passe, moi j'imaginais vraiment le village entouré par les flammes, quoi. Donc forcément, j'imagine que ça peut décourager. Dans cet hôtel-restaurant, même constat, les annulations s'enchaînent. Alexandra a perdu 80% de sa clientèle du jour au lendemain. On est inquiet puisque nous, juillet-août, c'est vraiment les gros chiffres de la saison. Et là, avec ce qui vient de se passer sur août, effectivement, on sait qu'on va sentir une énorme baisse. Bilan du service, seulement 2 couverts. Alexandra espère un regain touristique dans les prochaines semaines. 14h11 et l'actualité politique à présent avec François Bayrou qui revient à la charge sur son projet de supprimer 2 jours fériés, potentiellement le lundi de Pâques et le 8 mai. Objectif, être un pays plus compétitif économiquement. Mais aussi économiser 4,2 milliards d'euros dans le cadre du budget 2026 grâce au secteur privé. Un effort demandé aux travailleurs et sur lequel le Premier ministre demande aux partenaires sociaux de négocier d'ici la fin du mois de septembre. Mathilde Couvillier avec Lolita Perron. Sur ce marché lillois, la perspective de supprimer 2 jours fériés n'enchante pas vraiment. Je pense qu'on cotise déjà assez pas mal. Je pense qu'on donne assez de notre personne pour encore nous enlever un bien qui a été acquis par nos anciens. À mon avis, il y a d'autres moyens de récolter de l'argent, peut-être déjà en supprimant une partie des primes de tous nos grands conseillers, nos présidents et tout ça. Une mesure présentée aux partenaires sociaux et qui pourrait finir dans le projet de loi de finances 2026. Les économies d'une telle mesure ont même déjà été estimées par le gouvernement. Le rendement de cette mesure devra être pour le secteur privé de 4,2 milliards d'euros dès 2026. Le gouvernement évoque l'éventualité de supprimer le lundi de Pâques et le 8 mai, en expliquant qu'il se situe à une période de l'année comportant de nombreux jours fériés. Mais le Premier ministre dit rester ouvert aux négociations. Le choix des 2 jours fériés identifiés peut être discuté dès lors que le rendement de la mesure est préservé. Mais les syndicats mettent en doute les économies avancées. Le mois de mai est aussi très bénéfique pour toute l'industrie du tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Le calcul n'est pas forcément rentable. Les partenaires sociaux ont jusqu'au 1er septembre pour prendre part aux négociations qui devront s'achever au plus tard le 30 septembre prochain. Cette question, donc on en parle également avec vous, Milan Argelas, faire travailler donc les salariés 2 jours fériés sans augmentation de salaire. Comment est-ce que cette mesure envisagée par le chef du gouvernement est perçue? Vous êtes auprès d'une professionnelle de la restauration à Albi.
Oui, puisqu'on a pu, avec Laura Champion, échanger depuis ce matin avec plusieurs professionnels de la restauration. Certains n'ont pas vraiment d'avis sur la question. Ils nous disent qu'il y ait 2 jours fériés supprimés ou pas, ça ne changera pas grand-chose pour eux à Albi. En revanche, on a croisé une restauratrice, Carole, avec qui je me trouve, pour qui cette mesure représente un vrai coup. Carole, expliquez-nous comment vous avez réagi quand vous avez appris cette annonce. Alors, immédiatement, pour moi, la réaction, elle a été de dire que c'est pas une bonne chose. Pourquoi ? Parce que nous, sur ces jours fériés-là, il y a des ponts, les gens bougent, les gens partent en petit week-end. Aujourd'hui, on le sait, c'est la tendance en général. Plus les gens partent plus sur des petits week-ends que sur des séjours prolongés. Donc, pour nous, on est forcé de penser qu'il y aura un impact sur notre économie, nous, que ce soit local ou national, parce que la suppression des jours fériés, ça va impliquer une perte de chiffre d'affaires, c'est certain. Plus de ponts, ça va faire moins de gens qui bougent et qui sortent, donc moins de chiffre d'affaires. Vous pourriez être ouvert à ce que ce soit d'autres jours fériés qui soient choisis pour être supprimés, ou alors vous dites aucun jour férié de supprimer? Moi, je souhaiterais que ce soit aucun jour férié de supprimer. Je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à d'autres solutions que d'aller supprimer des jours fériés, parce que quoi qu'il en soit, de toute façon, n'importe quel jour férié supprimé, ça aura sur nous un impact financier. Pour moi, c'est une certitude. Merci beaucoup, Carole. Le Premier ministre l'a dit, il est ouvert aux négociations, notamment au fait de rediscuter le choix de ces jours fériés. En revanche, une condition, il faut que cette mesure puisse permettre à l'État d'engranger 4,2 milliards d'économies d'ici 2026. Merci beaucoup Mylène Argelas, sous la chaleur du Tarn avec Laura Champion pour BFM TV. On est avec Franck Boisiz, journaliste économie à Libération. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. Bonjour. Alors, est-ce que travailler gratuitement sur 2 jours fériés, ça peut vraiment rapporter 4,2 milliards à l'État ? Mécaniquement, ça peut rapporter cette somme à l'État dans la mesure où les salariés, notamment les salariés du secteur privé qui vont travailler 2 jours de plus, ne seront pas payés en conséquence. Donc, ceci va dégager des cotisations supplémentaires que les employeurs de ces salariés verseront directement aux finances publiques. Alors, est-ce que la France travaille vraiment moins que d'autres pays ? C'est ce que dit également dans cette lettre écrite par le Premier ministre aux partenaires sociaux, que la France donc, travaille moins, par exemple, que certains pays d'Europe, que les États-Unis. Est-ce que ça pénalise à ce point notre économie ? Alors, il y a tout un débat sur la durée du temps de travail et le problème, c'est qu'on mesure souvent avec des critères qui ne sont pas toujours identiques, d'où la difficulté à établir un classement. Il semblerait en tout cas que la France soit dans une moyenne européenne. Et puis, les jours de congé, ça fait partie de ce qu'on appelle les acquis sociaux. Il est toujours très difficile de revenir sur des acquis sociaux. Et finalement, travailler sur des jours fériés, c'est-à-dire travailler un petit peu plus, eh bien, cela signifie finalement revenir sur ces acquis sociaux et travailler un peu plus pour le même salaire. Franck Boisiz, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État que de s'attaquer aux travailleurs ou aux assurés sociaux ? Alors, ces mesures doivent rentrer dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale qui sera voté par le Parlement. Peut-être que le gouvernement peut aussi se pencher sur une récente commission d'enquête parlementaire qui montre qu'il y a à peu près 211 milliards d'aides publiques aux entreprises. Alors, là-dessus, certaines ne sont pas à remettre en question. D'autres, en revanche, sont véritablement ouvertes à la discussion et peut-être qu'en regardant du côté du crédit impôt recherche et compétitivité ou d'un certain nombre d'autres aides accordées parfois sans critères aux entreprises, eh bien, il pourrait y avoir des pistes pour faire quelques économies et ne pas avoir forcément à privilégier la suppression de 2 jours fériés, à propos desquels le front syndical est assez uni pour les contester. Est-ce que les Français ont raison de penser que le gouvernement place sur eux-mêmes, sur le peuple, sur les travailleurs, sur les assurés sociaux, majoritairement l'essentiel des mesures d'économie budgétaire, plus que sur, vous le disiez, les entreprises, que sur les grosses fortunes ? Dans la lettre de cadrage qui a été envoyée par le Premier ministre François Bayrou aux organisations syndicales, il y a non seulement cette mesure, mais il y a aussi le durcissement des conditions d'indemnisation au chômage. Donc si on met bout à bout toutes ces mesures, les Français qui travaillent ont effectivement le sentiment que c'est majoritairement sur eux
que vont peser les économies, d'autant plus si on ajoute encore les mesures d'économie prévues en matière de santé sur les affections de longue durée, par exemple, ou le forfait de médicaments qui ne sera pas remboursé, c'est-à-dire la somme qui restera à charge de tous les assurés sociaux qui achètent des médicaments qui passerait dans le projet tel qu'il a été présenté de 50 à 100 euros. Donc vous voyez bien qu'au bout du compte, quand on ajoute toutes ces mesures, on a le sentiment effectivement que ce sont sur les Français qui travaillent que pèsent ces économies. Merci beaucoup Franck Boisiz d'avoir été avec nous sur BFM TV. Il est 14h20, plus de 2500. C'est le nombre d'agressions d'élus recensés en 2024, soit près de 50 par semaine. Des faits qui touchent majoritairement des élus locaux. Oui, c'est le cas du maire isérois de Villeneuve-de-Marcq, violemment agressé mercredi par l'un de ses administrés. Le procureur de la République de Grenoble a donné une conférence de presse ce matin pour faire le point sur l'enquête. On en parle avec vous, Maxime Plié-Ruza, journaliste police-justice de BFM TV. Bonjour. Le suspect donc a été placé en garde à vue vendredi. Il a reconnu les faits, selon le procureur, mais il nie son intention de tuer l'élu. Il évoque un litige vieux de 3 ans. Oui, c'est un litige qui a démarré en 2022. C'est ce que nous a raconté ce matin le procureur de la République de Grenoble. À l'époque, la toiture d'un immeuble situé à côté de l'immeuble où se trouvent 2 appartements dont est propriétaire le mis en cause. La toiture s'effondre, détruit l'abri de jardin du mis en cause et celui-ci n'a jamais été indemnisé par la mairie. Ce litige par-delà, s'ensuit ensuite d'autres procédures où il a tenté de s'accaparer, on va dire, une cour mitoyenne entre plusieurs immeubles en y installant un portail sans les autorisations préalables, ce qui a nécessité de la part du maire de la commune de dresser un procès verbal. Toute l'histoire est partie de là. Et donc, ce mercredi, le mis en cause est passé devant le domicile du maire. Le mis en cause a alors déclaré en garde à vue. Le maire m'a regardé avec un sourire sadique et c'est à ce moment-là qu'il l'a agressé à l'arme blanche. Maxime, l'enquête elle est ouverte notamment pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Que risque le suspect? L'enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Vous l'avez dit, pour également tentative de violence aggravée. Aujourd'hui, ce jour, ce que l'on sait, c'est qu'il a été déféré ce matin pour double tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, mais aussi tentative de meurtre. Pourquoi le double homicide? Car le mis en cause est d'abord arrivé auprès de l'élu pour l'agresser avec une barre de fer. C'est à ce moment-là qu'il lui a fait 3 plaies, 2 au thorax et 1 au bras. Il s'en est ensuite en allé. Il est revenu quelques minutes plus tard au volant d'un véhicule. C'est à ce moment-là qu'il a alors tenté de foncer sur l'élu, mais également sur son fils, d'où la double tentative d'homicide, ainsi que la tentative de meurtre sur le fils de l'élu. Et pour cela, le procureur de la République de Grenoble l'a bien rappelé, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Merci beaucoup pour ces précisions, Maxime Plié-Ruza. À l'international, à présent, cette question, est-ce que l'avenir de l'Ukraine se jouera bien sans elle, sans qu'elle soit invitée à la table? C'est la crainte, en tout cas, de Volodymyr Zelensky et de ses alliés européens depuis l'annonce de cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine le 15 août prochain. Hier, Emmanuel Macron est monté au créneau aux côtés des principaux dirigeants européens. Il appelle à exercer une pression sur Moscou. Mathis Menu. Exclu des négociations entre Washington et Moscou, hier Volodymyr Zelensky prévenait. Toute décision qui nous est défavorable, toute décision prise sans l'Ukraine, est en même temps une décision contraire à la paix. Elle n'aboutira à rien. Une mise en garde à quelques jours du tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les deux hommes ne se sont pas vus depuis 2019. Ils se retrouvent vendredi en Alaska pour poser les bases de la fin de la guerre en Ukraine. Parmi les exigences russes, la cession de plusieurs territoires ukrainiens, inacceptable pour Kiev. Tout le monde voit clairement la tactique de Poutine. Il craint les sanctions et fait tout pour y échapper. Il veut échanger une pause dans la guerre et les massacres contre la légalisation de l'occupation de notre territoire. Il veut s'approprier les territoires pour la 2e fois. Donald Trump, à son tour, évoque des échanges de territoires au bénéfice de chacun. Volodymyr Zelensky craint donc un accord à ses dépens et exhorte ses alliés à prendre des mesures claires pour définir une approche commune. Mais les Européens peinent eux aussi à trouver leur place à la table des négociations. L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens qui se battent pour leur liberté et leur sécurité depuis désormais plus de 3 ans.
Les Européens seront aussi nécessairement partis à la solution car il en va de leur sécurité. Dans une déclaration commune, plusieurs dirigeants européens saluent les efforts américains, mais appellent à maintenir la pression sur la Russie. Et on retrouve à New York notre correspondante Sarah Andersen. Bonjour. Avec cette question, est-ce que les États-Unis, les Américains réagissent à cette montée au créneau de l'Europe pour tenter d'aider l'Ukraine ? Alors c'est difficile à dire puisque la Maison-Blanche s'est très peu exprimée officiellement sur le sujet. Pour le moment, Donald Trump semble toujours avancer en cavalier seul car il veut incarner une fois de plus l'image du pacificateur, l'image de... Du côté de New York pour BFM TV, on essaiera de retrouver Sarah un petit peu plus tard. Ce que je vous propose, c'est de faire dans un instant un point sur le temps cet après-midi avec la canicule qui concerne une moitié sud du pays. Et puis juste après, on reviendra pour la suite de l'après-midi info. Nous allons vous parler de la suppression de 2 jours fériés en France qui se dessine de plus en plus. François Bayrou en appelle désormais aux partenaires sociaux pour négocier. Restez avec nous sur BFM TV. Les nuits sont belles, les nuits sont douces, probablement trop douces dans les gorges de la Loire où un orage localisé a fait baisser la pression tout de même la nuit passée, ce qui a donné ces quelques brouillards. Là aussi, les températures vont s'envoler en début de semaine. On attend des pointes à plus de 40 degrés d'ici à ce mardi. D'ailleurs, on attend ces pointes sur une bonne partie des départements déjà placés en vigilance orange canicule sur une bonne moitié sud du pays. On vient d'ajouter notamment les Deux-Sèvres, la Vienne, la Creuse, mais également la Haute-Corse. N'est pas terminée. Cette vigilance canicule va probablement progresser vers le nord. Elle pourrait même s'intensifier au sud de Bordeaux jusqu'à Carcassonne. C'est du orange foncé, clairement. On va s'approcher des records à Bordeaux, un record à 41,2 degrés qui pourrait être dépassé. Sous l'anticyclone, la chaleur s'accumule, a bien du mal à s'échapper. On va la retrouver à nouveau pour cette journée de lundi, l'une des plus chaudes de la série. Beaucoup de soleil dès le matin. Il y a ce voile tout de même de nuages élevés qui va progresser. C'est un air un peu plus océanique qui va s'enfoncer très lentement vers l'intérieur du pays. Il pourrait nous donner ce flux, quelques ondées orageuses sur la pointe bretonne dès le début de la matinée. Dans l'après-midi, donc, le ciel va peu à peu se voiler, notamment en Normandie, sur la côte aquitaine, sinon assez peu d'évolution. Quelques coups de tonnerre sur les reliefs du sud et c'est un vent marin à nouveau qui va souffler vers le département de l'Aude jusqu'à 30-40 km/h pour ce lundi. Les températures seront déjà élevées le matin sur une bonne moitié sud, des nuits tropicales quasi généralisées en agglomération. Vous aurez 17 à Paris, une douzaine de degrés seulement à Reims. Vous en profiterez pour respirer, pour aérer. Dans l'après-midi, les températures vont s'envoler jusqu'au nord du pays. Cette fois-ci, vous compterez des pointes à 33 degrés à Reims, à Paris, 35 à Dijon, 42 voire 43 degrés sur les bords de la Garonne. La météo des plages avec rudducommerce.fr. High-tech, livres, jeux, bricolage, tous les produits de l'été sont sur rudducommerce.fr. Regardez la météo avec rentrediscount.com. Yes! Rentrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Les bords de Manche vont bientôt renouer avec les 30 degrés. En tout cas, on va s'en approcher dans la baie de Saint-Malo. 29 degrés pour ce lundi. L'eau est très douce cet été. 21 degrés sur ce secteur. 19 degrés à Fécamp. En descendant vers l'Atlantique, gare au choc thermique. Température très contrastée dans l'eau, dans l'air. 18 degrés seulement pour plonger au Sable d'Olonne. Oui, mais jusqu'à 35 degrés sur la côte de Lumière. Une trentaine de degrés sur la côte basque. Là, l'eau est à 23 degrés. De forte à très forte chaleur également en Méditerranée avec souvent de 33 à 36 degrés. L'eau est à 23 degrés à Bagnols, 25 à La Ciotat. On trouve encore des pointes jusqu'à 26 degrés, notamment à Bastia et même 27 degrés à Roquebrune, Cap-Martin. Plein soleil tout au long de cette journée avec un indice UV de niveau 8 en Méditerranée. C'était la météo des plages avec rudducommerce.fr. High-tech, livres, jeux, bricolage, tous les produits de l'été sont sur rudducommerce.fr. C'était la météo avec rentrediscount.com. Yes! Rentrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble.
Vos conditions de circulation ce dimanche 10 août, une journée plutôt calme, vous le voyez, avec quelques difficultés uniquement dans un quart sud-ouest dans le sens des départs et sur le pourtour méditerranéen dans le sens des retours. Partout ailleurs, sévère. Attention tout de même à la chaleur dans la voiture. On pense à boire un petit peu sur la route et à faire des pauses. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. La suite de l'après-midi info, 14h30, précédée d'une petite minute, qui fait 14h29, soyons précis. Vous êtes sur BFM TV. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va vous parler de la suppression de 2 jours fériés en France pour faire des économies qui se dessinent de plus en plus avec François Bayrou. Il en appelle aux partenaires sociaux pour dialoguer, négocier sur cette mesure. Il vise un rendement de 4,2 milliards. On va en parler avec nos invités et Edgar Becquet dans un instant. La canicule également au programme avec 42 départements du sud du pays en vigilance orange. Le thermomètre qui a atteint, voire dépasse les 40 degrés localement. Vigilance qui s'étendra à 46 départements demain. On sera aux côtés des travailleurs de l'été qui subissent de plein fouet cette deuxième vague de chaleur de la saison. Et puis l'Europe qui s'unit autour du président Zelensky alors que l'Ukraine n'est pas conviée pour l'heure au sommet entre les États-Unis et la Russie. Vendredi prochain en Alaska, le président ukrainien a reçu le soutien des principaux leaders européens. On en parlera avec Nicolas Coadou qui est à Kiev dans ce journal. Le gouvernement qui invite donc les partenaires sociaux à ouvrir une négociation sur la suppression de 2 jours fériés. Proposition formulée le mois dernier par François Bayrou. Le Premier ministre entend, vous le savez, faire des économies. On va rejoindre Edgar Becquet, notre journaliste politique. Edgar, le gouvernement veut aller vite avec une négociation d'ici la fin du mois de septembre. Oui, c'est en tout cas ce qu'indique ce document, cette lettre. L'objectif du gouvernement, c'est de trouver un accord avant le 30 septembre prochain. C'est dans un peu plus d'1 mois et demi. Ça laisse donc très peu de temps pour les partenaires sociaux de négocier. Dans ce document que nous avons pu consulter, ce document qui nous vient de Matignon, le gouvernement estime et le dit très clairement que les Français ne travaillent pas assez. Je cite: produire plus, c'est avant tout travailler plus. Les actifs français travaillent moins que les actifs américains. Des déclarations qui ne vont sûrement pas plaire aux syndicats cet été. L'objectif pour le gouvernement, ce serait de récupérer un peu plus de 4 milliards d'euros en 2026. Une mesure qui sera présentée dans le projet de loi de finances qui, lui, sera examiné à l'automne prochain par le Parlement. La piste qui est pour le moment sur la table, ce serait de supprimer à la fois le lundi de Pâques, mais aussi le 8 mai. Mais la porte du gouvernement reste ouverte. Je cite toujours la lettre. Le choix, je cite, des 2 jours fériés identifiés peut être discuté dès lors que le rendement de la mesure est préservé. Le chef de l'État qui, lui, est à Brégançon, au fort de Brégançon, qui se trouve juste derrière moi. Le président de la République qui n'avait pas officiellement réagi à cette proposition de mesure, mais il avait fait savoir que cette mesure allait dans le bon sens, alors qu'il y a quelques années, en 2019, il jugeait que cette mesure de supprimer 2 jours fériés était inefficace. Merci beaucoup Edgar Becquet, en direct donc du fort de Brégançon, dans le Var, avec William Gay derrière la caméra. On en parle également avec notre invité. Bonjour Arthur Delaporte, vous êtes député socialiste du Calvados, porte-parole du groupe à l'Assemblée également. En substance, on a donc la confirmation de la suppression de 2 jours avec le gouvernement qui vise un rendement estimé à 4,2 milliards d'euros. Ce n'est pas négligeable, on imagine tout de même le côté impopulaire, une fois de plus, de la mesure. Oui, alors cette mesure est évidemment impopulaire, mais elle est aussi inacceptable. Aujourd'hui, avec finalement 11 jours fériés en France, nous sommes l'un des pays d'Europe avec déjà le moins de jours fériés. Et qu'est-ce qu'on veut faire parce que le gouvernement cherche des économies à tout prix, on cherche à les prendre sur les travailleurs une fois de plus, et c'est pour nous évidemment totalement inacceptable, comme ça l'est, je pense, pour la majorité des Françaises et des Français. Il y a évidemment le choix de la date, le 8 mai, une symbolique qui pose problème. Moi, je suis député du Calvados et je peux vous dire qu'on sait ce que c'est le 8 mai, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la capitulation de l'Allemagne nazie. Donc, il y a un problème de symbole, mais il y a surtout un problème derrière que le gouvernement cherche d'abord à ponctionner les travailleurs, alors qu'il n'a pas cherché à faire payer d'abord aux plus riches. Et c'est ça le véritable sujet. Arthur Delaporte, François Bayrou, il remet sur la table l'idée qu'en France, on travaille moins qu'ailleurs. Il le dit, les salariés à temps complet dans le pays travaillent 1673 heures chaque année contre 1790 heures en Allemagne. Ce sont des chiffres, ce sont des faits. Oui, alors ce sont des faits, mais finalement, la France est dans la moyenne européenne.
Donc moi je crois que si on regarde par exemple la moyenne européenne des jours fériés, la France est en dessous de la moyenne. Donc on a moins de jours fériés que nos voisins européens, s'il faut aller chercher des comparaisons. Et donc moi je ne considère pas qu'aujourd'hui en France il y a un problème de temps de travail. Aujourd'hui le véritable problème c'est le taux d'emploi. C'est combien est-ce qu'on a véritablement d'actifs qui travaillent. Le sujet il est là et il n'est pas ailleurs. Donc moi je le dis vraiment, il faut arrêter avec ces mythes libéraux qui feraient qu'on travaillerait moins en France qu'ailleurs en Europe. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas exact. Le fait que les travailleurs soient mis dans le collimateur du gouvernement de la sorte, vous réagissez. Pourtant, il faut bien les faire, ces économies. 44 milliards d'économies pour le budget 2026. Comment est-ce qu'on peut les trouver autrement ? Mais là, je vous le dis, il y a déjà 2 économies qui sont insupportables. Celle sur les jours fériés, celle sur l'assurance chômage qui est annoncée dans le même temps, qui vise aussi à ponctionner toujours plus ceux qui travaillent, alors même que le gouvernement disait on va essayer de redonner de la valeur au travail. Donc c'est évidemment l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut aller chercher de l'économie ou des ressources supplémentaires sur ceux qui ont les moyens de contribuer. Aujourd'hui, on parle de 40 milliards d'euros, alors même que le gouvernement a fait 60 milliards d'euros de cadeaux fiscaux chaque année depuis 2017 au plus fortunés de notre pays. 4 milliards d'euros, finalement, ce qu'on va aller chercher sur les jours fériés, c'est à peu près ce qu'on a offert avec l'impôt sur la fortune, par exemple. Donc vous voyez qu'on a des choix politiques qui sont faits. Le problème, c'est que ce ne sont pas les bons. Et c'est à cela que nous nous opposons. Les jours fériés supprimés concerneraient le mois de mai. Économiquement, ça représente quoi? Parce qu'on sait qu'il y a des week-ends prolongés en mai chaque année et que forcément le secteur du tourisme risque de se retrouver impacté. Alors, vous avez évidemment un effet récessif, c'est que le gouvernement va dire on va récupérer 4 milliards d'euros, mais derrière, combien ça va coûter à la croissance d'avoir des gens qui, par exemple, partent moins en congé? On sait par ailleurs que c'est plutôt bon pour la santé mentale de pouvoir se reposer. On sait qu'il peut y avoir des coûts indirects, mais il y a aussi évidemment un effet d'entraînement sur l'économie, et c'est par ailleurs des emplois non délocalisables. Les emplois du tourisme, ça permet d'avancer un peu plus la saison d'été, ça permet d'avoir évidemment, dans mon département par exemple le Calvados, on sait très bien que les week-ends de mai sont des week-ends où il y a beaucoup de touristes qui viennent de régions parisiennes, notamment sur des week-ends de pont. Donc évidemment qu'il y aura des conséquences en cascade sur l'économie du pays. C'est totalement irresponsable parce que évidemment si vous ponctionnez le pouvoir d'achat des travailleurs, c'est derrière aussi moins de dépenses de consommation courante. Donc voilà, il faut aussi être réaliste. Cette politique, elle est inacceptable, elle est absurde économiquement, elle est même dangereuse pour le pays. Merci Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée. À 14h36, dans l'actualité également, on en vient aux suites de cette agression grave du maire de Villeneuve-de-Marcq. Ça s'est passé mercredi dans le département de l'Isère. Son voisin, déféré au parquet, a reconnu les coups devant les enquêteurs, mais il a nié toute intention de tuer. Âgé de 60 ans, il est poursuivi pour double tentative de meurtre. D'abord avec ce qui pourrait être un tournevis, puis avec son véhicule. Le maire, gravement blessé, est aujourd'hui hors de danger. Le procureur de Grenoble, que vous voyez à l'écran, a évoqué ce matin un litige entre les deux hommes datant de 2022. Il a détaillé en conférence de presse la gravité des coups reçus par l'élu. La garde à vue a été élevée ce matin et donc il a été déféré au parquet à 9h. Il est en cours d'interrogatoire par le magistrat instructeur suite au réquisitoire introductif qui a été pris par le parquet de Grenoble. 2 qualifications différentes, une double tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, les faits de 16h30, les coups donnés avec ce morceau de ferraille dans l'air cardiaque au maire, et puis 16h50, le fait qu'on ait foncé délibérément sur le maire. En tout cas, c'est la vision du parquet à cette heure. 1 millier de pompiers sont toujours à pied d'œuvre, épaulés par un Dash, un avion bombardier d'eau, pendant que le travail de noyage se poursuit dans l'Aude. Les sinistrés du département qui ont dû regagner leur domicile. On parle évidemment des suites de cet incendie qui est fixé mais toujours pas maîtrisé, pour lesquels les pompiers restent très vigilants aujourd'hui. Grande émotion dans le secteur. Reportage d'Adrien Spiteri et des équipes de BFM TV. On va peut-être d'abord parler des travailleurs, de la chaleur, avec le risque incendie, évidemment le risque incendie qui est couplé au risque de canicule. Une moitié sud du pays est concernée par cette vigilance orange émise par Météo France. On s'intéresse à celles et ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances, c'est notre cas, mais on est content d'être avec vous quand même cet après-midi. Et on s'intéresse à ceux qui travaillent en extérieur ou dans des lieux où de fait le thermomètre monte rapidement. On voit ça avec Claudia Olivier, Emma Arnaud et les équipes de BFM TV. Derrière les vitres de ce pressing niçois, Thierry enchaîne le repassage de vêtements.
Mais dans sa boutique, la température monte rapidement, notamment à côté des machines. 40 bien, sans souci. De la chaleur et de l'humidité qui s'ajoutent à la canicule. Alors pour se rafraîchir, il a installé ce ventilateur et il est venu très tôt ce matin. D'habitude, on commence à 7h. Là, c'est vrai que je viens à 5h, 5h30. Donc, pour faire un peu ce qui est machine, ce qui chauffe beaucoup, séchoir aussi. Changer ses horaires de travail n'est pas toujours possible. Comme ici dans ce restaurant lyonnais, les cuisiniers doivent supporter le four, la plancha et la friteuse. Mais ils tentent malgré tout de s'adapter. Dès qu'on a fini par exemple une table et tout, on sort un peu dehors et tout, on prend un verre d'eau et on y revient. Et à chaque fois on tourne comme ça. Voilà. Ouais. On n'a pas le choix de toute façon. Sinon rester 1 heure dans la cuisine tout là, c'est pas possible. Une petite climatisation a été installée par la gérante de l'établissement. Du coup, vous étiez assis où? On n'a pas le choix. C'est juste ça, on n'a pas le choix. On va pas arrêter de travailler parce qu'il fait 38, 39. Quand il fait chaud, qu'on a des terrasses, ça fait partie du jeu. À Lyon, les températures devraient rester supérieures à 35 degrés, au moins jusqu'à mercredi. Une vigilance canicule, donc, qui concerne le département aussi de l'Aude. Théâtre, vous le savez, cette semaine du plus gros feu du siècle. 16 000 hectares parcourus. Le feu fixé jeudi soir n'est toujours pas maîtrisé. La météo inquiète avec un retour donc, du vent de terre depuis quelques heures maintenant. Et cette vigilance canicule qui est actuellement orange et qui pourrait, selon le préfet, passer au stade le plus élevé dans le courant de l'après-midi. On va écouter le préfet de l'Aude. Vous savez, on a eu une reprise de la tramontane pendant la nuit, qui va un peu faiblir en début d'après-midi et repartir en fin d'après-midi. Donc c'est une journée qui est compliquée également, compte tenu du fait qu'on devrait vraisemblablement passer en vigilance rouge canicule à partir de 16h, ce qui ne va pas effectivement faciliter les choses. Une vigilance dans le département qui justifie donc cette mobilisation de toujours 1300 sapeurs-pompiers sur place et de cet avion bombardier d'eau, donc ce Dash, pendant que les noyages continuent. Il y a encore 90 km de lisière à sécuriser dans le secteur. Les sinistrés, eux, ont pu rentrer chez eux avec une certaine émotion. Donc reportage d'Adrien Spiteri et les équipes de BFM TV sur place. Voilà, je n'ai plus rien. Un jardin entier réduit en cendres. Avant l'incendie, il y avait ici de l'herbe et des arbres fruitiers. Mais de cette végétation, il ne reste plus rien. Je suis triste pour moi, je suis triste un peu pour tout le monde, pour tous les gens qui travaillent ici, pour tous les gens qui vivent ici, qui étaient heureux. On se relèvera de tout ça, c'est sûr, mais ça va prendre du temps. De retour chez lui à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, David constate les dégâts. Si sa maison a été relativement épargnée, sa collection de Peugeot 205 n'a pas eu cette chance. Quand on a par bonheur la chance d'en regrouper quelques-unes, de les restaurer et de les voir finir comme ça. Pour David et sa famille, l'heure est désormais au nettoyage. À quelques kilomètres de là, à Durban-Corbière, les mêmes paysages de désolation sont visibles. Dans la commune, des distributions d'eau sont organisées. Privés d'électricité durant plusieurs jours, les 600 habitants du village ont dû s'adapter. Ma belle famille qui a un groupe électrogène, donc du coup on a essayé de sauver ce qu'on a pu des frigos avec eux. Et le principal c'est qu'il n'y ait pas de blessés chez nous, qu'il n'y ait pas de morts et que voilà, que les gens essayent de reprendre une vie normale, même si ça ne va pas être facile pendant ces quelques jours ou voire quelques semaines. Grâce au travail des agents du fournisseur Enedis, le courant a pu être rétabli selon la préfecture. J-5 avant la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Première rencontre physique entre le président des États-Unis et le président russe depuis 2019 pour tenter de mettre un terme au conflit en Ukraine. Et on retrouve Nicolas Coadou. Vous êtes notre correspondant, notre envoyé spécial à Kramatorsk pour BFM TV. L'Ukraine qui, donc, pour l'heure, n'est pas conviée à ce sommet en Alaska vendredi prochain, mais l'Europe qui vient à son secours. Oui, l'Europe qui tente, on va dire, plutôt de venir à son secours et l'Europe qui marche un petit peu, si on regarde les déclarations avec précision, sur une corde un petit peu sensible. D'un côté, il ne faut surtout pas froisser Donald Trump parce qu'on a bien compris que lorsque Donald Trump était froissé, eh bien, ça n'amenait rien de bon finalement pour l'Ukraine. Donc, il y a eu cette première déclaration des dirigeants européens, déclaration conjointe Keir Starmer, Ursula von der Leyen, le chancelier Merz allemand ou encore Emmanuel Macron qui, c'est important, remercie Donald Trump pour ses efforts en faveur
faveur de la paix. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, parce que l'Europe explique que tout ne pourra pas se jouer sans l'Ukraine. C'est ce que rabâche finalement Volodymyr Zelensky depuis maintenant plusieurs jours, et c'est lui-même qui avait demandé en off, parfois officiellement, d'autres fois à l'Europe, de prendre plus de place dans ces négociations. Volodymyr Zelensky qui déclarait il y a quelques jours: cette guerre se déroule sur le continent européen, l'Europe doit jouer un rôle dans les négociations. Mais comme vous l'avez dit, au moment où on se parle, à quelques jours de ce sommet bilatéral entre Donald Trump et entre Vladimir Poutine, l'Ukraine n'est pas conviée et l'Europe non plus. Quelles sont les demandes de l'Europe? Finalement, ce sont un petit peu les mêmes que l'Ukraine. Un cessez-le-feu immédiat avant même de pouvoir discuter d'un éventuel accord de paix et potentiellement de cession de territoire. À ce sujet-là, l'Europe a tenté d'ailleurs de parler d'une seule voix. Même l'Italie, Giorgia Meloni, qui parfois ne parle pas vraiment de la même voix que l'Europe, a été d'accord. L'Ukraine ne doit pas céder de territoire avant d'autres négociations de paix qui pourraient aller plus loin à la Russie. Pour l'instant, c'est donc un non. Et en parlant justement de cette idée de céder des territoires, ici, lorsqu'on discute avec les Ukrainiens, c'est quelque chose qui est absolument inenvisageable, surtout lorsqu'on parle de territoires qui n'ont pas réussi à être conquis par Vladimir Poutine, par son armée depuis maintenant 3 ans. Prenons pour exemple là où nous trouvons avec Théo Touché la ville de Kramatorsk, à quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front. Si on suit ce plan finalement voulu par la Russie, ça voudrait dire que cette ville, dans une semaine, deviendrait russe, que les forces armées ukrainiennes s'en retiraient. Et ça, pour les Ukrainiens, pour Volodymyr Zelensky et surtout pour les soldats qui se battent depuis 3 ans, c'est totalement inacceptable. Merci beaucoup Nicolas Coadou avec Théo Touché en Ukraine pour BFM TV, 14h45. Merci d'être avec nous. Retour en France avec donc la suite de ces congés d'été et le nord du pays qui est particulièrement plébiscité avec ses villes, ses activités, ses plages aussi, mais surtout ses températures moins élevées. La région des Hauts-de-France enregistre cette saison des records de fréquentation. On voit ça avec Eléa Morel et Lolita Perrault. Pour leurs vacances d'été, ces Hollandais n'ont pas choisi Nice, mais Lille. On a vu des vidéos de l'île sur les réseaux sociaux et ça avait l'air vraiment joli. En plus, quand on descend plus au sud, les températures sont plus élevées, alors qu'ici il fait plus frais. Comme eux, de plus en plus de touristes mettent le cap sur la capitale des Flandres. Le mois de juillet enregistre un record des réservations pour tout type d'hébergement. Mais alors, pourquoi le Nord ? Le Nord, c'est parce qu'on recherche le côté plus culturel pour la visite. J'aime beaucoup l'architecture, c'est vraiment joli. Nous, ça nous dépayse. C'est l'authenticité. Il y a quand même énormément de gens du coup qui restent eux-mêmes. Malgré ce qu'on pense, il y a quand même énormément d'activités, même en août. Exemple, dans ce salon de thé-librairie. Après réflexion, la gérante a décidé d'ouvrir cet été. Elle ne regrette pas son choix. Je m'attendais à moins de monde en période de vacances et en fait on a quand même la partie tourisme qui est relativement présente au sein de la métropole ou de l'île même, et donc on a un peu des touristes, on va dire, qui sont plutôt soit anglais, soit des touristes bruxellois ou qui découvrent l'île, ou soit également on a beaucoup d'Espagnols également, je trouve. Cet été, la fréquentation belge est en hausse de 10% dans les Hauts-de-France. Les Allemands, eux, sont 15% de plus que l'an dernier. Et durant ces jours d'été, peut-être sur la route, dans les bouchons, vos enfants sont probablement rivés sur leurs écrans. On connaît déjà les risques sur leur développement cérébral, mais il y en a d'autres. Oui, une étude danoise parue cette semaine alerte justement sur la nocivité de ces écrans, puisqu'elle démontre que les enfants les plus exposés au téléphone, télévision ou autres consoles ont davantage de risques de développer des maladies cardiovasculaires une fois qu'ils sont adultes. On en parle avec Eléa Morel, Tiffany Santini et Julie Rosser. Une pause goûter au parc pour éviter les écrans. La fille de Victor passe plus de 2 heures par jour devant sa tablette. C'est trop selon lui. Elle s'assoit et elle ne bouge pas. Des fois on l'appelle et elle n'entend pas, mais si on l'appelle beaucoup, c'est là qu'elle entend. En fait, c'est qu'elle reste trop concentrée sur la tablette en fait. Parce que j'adore regarder les vidéos et les blagues. Pas de vidéo en revanche pour Léopold et Raphaël, 6 et 10 ans. Chez eux, les écrans sont presque interdits. Depuis qu'ils sont petits, on a instauré des règles et donc ils savent que c'est le mercredi et le week-end. On sait que c'est pas bon pour leur développement personnel, le développement de leur cerveau. Les écrans, nocifs pour le développement intellectuel des enfants, mais pas que. Une étude danoise démontre qu'une forte exposition augmente aussi le risque de maladies cardiovasculaires et d'hypertension artérielle. Cette étude démontre 2 choses principales. Plus l'enfant regarde des tablettes
Et moins il dort, plus le risque cardiovasculaire sera important quand il arrivera dans son début de vie d'adulte. Ce risque augmente au fur et à mesure que le nombre d'heures de tablette augmente. Pour limiter les risques, les professionnels recommandent de ne pas exposer un enfant de moins de 3 ans. L'usage des écrans reste déconseillé jusqu'à 6 ans. Tout de suite, la météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Regardez la météo avec RentreDiscount.com. Yes! RentreDiscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Les nuits sont belles, les nuits sont douces, probablement trop douces dans les gorges de la Loire, où un orage localisé a fait baisser la pression tout de même la nuit passée, ce qui a donné ces quelques brouillards. Là aussi, les températures vont s'envoler en début de semaine. On attend des pointes à plus de 40 degrés d'ici à ce mardi. D'ailleurs, on attend ces pointes sur une bonne partie des départements déjà placés en vigilance orange canicule, sur une bonne moitié sud du pays. On vient d'ajouter notamment les Deux-Sèvres, la Vienne, la Creuse, mais également la Haute-Corse. Ce n'est pas terminé, Cette vigilance canicule va probablement progresser vers le nord. Elle pourrait même s'intensifier au sud de Bordeaux jusqu'à Carcassonne. C'est du orange foncé, clairement. On va s'approcher des records à Bordeaux, un record à 41 degrés 2 qui pourrait être dépassé. Sous l'anticyclone, la chaleur s'accumule, a bien du mal à s'échapper. On va la retrouver à nouveau pour cette journée de lundi, l'une des plus chaudes de la série. Beaucoup de soleil dès le matin. Il y a ce voile tout de même de nuages élevés qui va progresser. C'est un air un peu plus océanique qui va s'enfoncer très lentement vers l'intérieur du pays. Il pourrait nous donner ce flux, quelques ondées orageuses sur la pointe bretonne dès le début de la matinée. Dans l'après-midi, donc, le ciel va peu à peu se voiler, notamment en Normandie, sur la côte aquitaine, sinon assez peu d'évolution. Quelques coups de tonnerre sur les reliefs du sud. Et c'est un vent marin, à nouveau, qui va souffler vers le département de l'Aude jusqu'à 30-40 km/h pour ce lundi. Les températures seront déjà élevées le matin sur une bonne moitié sud. Des nuits tropicales quasi généralisées en agglomération. Vous aurez 17 à Paris. Une douzaine de degrés seulement à Reims. Vous en profiterez pour respirer, pour aérer. Dans l'après-midi, les températures vont s'envoler jusqu'au nord du pays. Cette fois-ci, vous compterez des pointes à 33 degrés à Reims, à Paris, 35 à Dijon, 42 voire 43 degrés sur les bords de la Garonne. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? C'était la météo avec RentreDiscount.com. Yes! RentreDiscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. Ne partez pas, restez là. L'après-info se poursuit sur BFM TV. Dans un instant, on va vous parler de cette canicule qui concerne la moitié sud du pays. 42 départements sont en vigilance orange. Nous irons dans le département de Vaucluse où il y a aussi un risque incendie très important. A tout de suite sur BFM TV. Un monde bleu avec le CIC. Construisons pour que le monde bouge. CIC. Bienvenue dans un monde bleu sur BFM TV à Antibes, Juan-les-Pins sur la côte d'Azur devant l'hôtel Belle-Rive créé en 1929. Ce fut le premier hôtel de la Côte d'Azur conçu les pieds dans l'eau. Et je retrouve immédiatement Nathalie Grilly, elle est monitrice de ski nautique et présidente du Belle-Rive Ski Nautique Club. Bonjour Nathalie. Bonjour Rémi. Ici, c'est le berceau du ski nautique. Dites-nous tout. Exactement, c'est là que ça a commencé, dans cette baie de Juan-les-Pins, avec deux hommes qui faisaient du ski alpin et qui ont essayé de reproduire sur l'eau ce qu'ils faisaient sur la neige. Chez les Grilly, votre famille, c'est une histoire complètement dingue, vous êtes tous vaccinés au ski nautique. Ça a démarré en 49 avec mon grand-père. En 69, mon père est devenu vice-champion d'Europe. Il m'a, comme vous l'avez dit, vacciné. Donc, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Je l'ai transmise à mes filles. Et puis, ma petite fille va le faire aussi. Génial. Alors, c'est un site exceptionnel, un écrin fabuleux pour le ski nautique qui a mélangé pendant des années à la fois la culture, le monde du cinéma et le monde des sports nautiques.
avec des célébrités qui venaient de tous les horizons. On a vu faire du ski nautique, Tino Rossi, on a eu Sting, on a eu le tournage d'Amicalement Vôtre avec Roger Moore et Tony Curtis. Et si on remonte plus loin dans le temps, retrouvez ici Francis Scott Fitzgerald, Pablo Picasso, Marlène Dietrich, Hemingway, Jean Cocteau, Edith Piaf. C'est pas rien. C'est pas rien et c'est le mariage de l'hôtel Belle-Rive avec le ski nautique à Jean-Lépin, effectivement. Merci beaucoup Nathalie. Merci Rémi. C'était Un monde bleu avec le CIC. Construisons pour que le monde bouge. CIC. Quand je suis revenue une fois de course, j'avais 2 packs d'eau. Et là, d'un coup, je me dis, mais j'ai combien de chaque côté? Mais j'ai 18 kilos, en fait. Et je me disais, mais avant, je marchais avec ça. C'est terrible, hein? Plus que ça. Imagine. Et je me suis rendu compte, j'ai dit, mais malheur. J'ai dit, c'est fou ce que le corps peut endurer. Enfin, comment on le fait souffrir avec ce surpoids. Aujourd'hui, avec 24 kilos en moins, je me suis retrouvée. Voilà. C'est moi. Alors, pour perdre du poids, tout en mangeant de bons repas à partir de seulement 3,92 €, rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Tous les rêves commencent par une bonne nuit. Réveillez-vous. Il est temps de bien dormir. Chacun profite de sa piscine comme il l'entend. Pour faciliter l'entretien, en tout cas, c'est Toucan. Toucan, les produits malins pour tous les bassins. Retrouvez toute notre gamme sur toucan.fr. Par ici. Bon, quelqu'un m'explique? Des vaisseaux spatiaux sont au-dessus des centres feux verts et ça... Ok, je m'en occupe. Vous venez pour détruire la Terre? Hein? Non mais t'es ouf, mec! On vient pour la révision de notre vaisseau, vous êtes 36% moins cher! Non, c'est cool, ils viennent pour la révision. Avec une révision en moyenne 36% moins chère, qui ne viendrait pas chez Feu Vert? Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. 1, 2, 3, 3 paires, aux bons élire ou sortir, pour le plaisir, pour offrir. Cet été, Chin Chin, c'est 2 paires de plus pour 1 € de plus. La 3e, c'est pour vous ou qui vous voulez avec la carte cadeau Alain Flelou. Dispositif médical. My Hero Academia. Entrez à la Hero Academia aux côtés du jeune Izuku Midoriya avec l'intégrale du manga culte en grand format inédit. À chaque numéro, plus de 200 pages de manga, des pages couleurs, un marque-page et un poster. Le numéro 1, 1,50 € seulement. Les amis, j'ai fait Comme J'aime il y a 7 ans et j'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Comme J'aime, ça marche pour tout le monde. Angélique, 36 ans de Cournon d'Auvergne, conseillère financière, a perdu 7 kilos en 1 mois et demi. Benjamin, 51 ans de Nantes, travaille dans le transport routier de marchandises, a perdu 28 kilos en 10 mois. Sandrine, 52 ans qui habite Paris, contrôleur de gestion, a perdu 21 kilos en 1 an. Alors pour perdre du poids, à partir de 3,92 € par repas. Rendez-vous maintenant sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr, c'est important.fr. Je me demande combien vaut notre voiture. Vendezvotrevoiture.fr peut vous le dire. Vendre sa voiture n'a jamais été aussi simple. Saisissez simplement les détails de votre voiture et obtenez le prix de vente. Et vendez-la dans une agence. Obtenez le meilleur prix maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Merci docteur. Alors à quel tour? Bonjour. Ça va? Docteur, Qu'est-ce qu'on fait? appelez le 112 et mettez le haut-parleur. Un accident peut arriver n'importe quand. Alors on doit pouvoir compter sur n'importe qui. Chez Groupama, nous avons déjà formé gratuitement plus de 200 000 personnes aux gestes qui sauvent. Groupama, toujours là pour moi. Pour voir si tout allait bien, vous avez fait un bilan de santé. Complet le bilan. Pour votre reconversion, vous avez fait un bilan de compétences. Mais on ne devient pas boulanger comme ça. Et avec votre fils aussi, vous avez fait le bilan. Et après tout ça, pour vos assurances, vous ne feriez pas aussi un bilan? À la Matmut, nos conseillers vous proposent un bilan gratuit pour ajuster vos contrats d'assurance selon vos besoins et votre budget, y compris à la baisse. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, élu marque de l'année 2025. Il y a des saisons comme ça qui peuvent tout changer. Une saison que vous avez vécue au jour le jour sur BFM TV.
Ce fut la vasque olympique, le retour de Donald Trump, l'enlisement de la guerre en Ukraine. Ce fut la renaissance de Notre-Dame de Paris, la tragédie de Gaza, la mort de François et l'élection de Léon XIV. Ce fut la marche triomphale du Paris Saint-Germain, la guerre de 12 jours au Moyen-Orient. Et chaque fois, nous étions là, avec vous. Vous qui êtes 12 millions chaque jour à nous suivre. Et nous serons là demain pour continuer à témoigner de l'actualité partout pour vous. BFM TV, première sur l'info, avec vous. Bientôt 15h sur BFM TV, à la une de l'après-info. Aujourd'hui, attention à cette très grande vigilance canicule dans une large moitié sud de l'Hexagone. 42 départements sont en alerte orange avec des pointes attendues à 42, 43 degrés par endroit. Et ce sera pire. Demain, 4 départements supplémentaires seront également placés en vigilance orange. La chaleur qui impacte les conditions de travail et l'activité économique dans les zones concernées. Nous irons à Orange auprès de travailleurs. Faire travailler les salariés gratuitement sur 2 jours fériés. François Bayrou demande aux partenaires sociaux de plancher sur cette mesure que le Premier ministre souhaite intégrer à son projet de budget 2026 d'ici la fin septembre. Objectif, économiser 4,2 milliards d'euros. Nous verrons comment réagissent les principaux intéressés à cette proposition. Plus de 2500 agressions par an, soit 48 par semaine. Les élus sont de plus en plus pris pour cible, comme le maire de Villeneuve-de-Marcq en Isère, dont l'agresseur présumé a avoué les faits, mais nie toute intention de meurtre. Le point sur cette enquête dans ce journal. Et puis la montée au créneau de la France et des principaux dirigeants européens pour faire pression sur la Russie après l'annonce du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi en Alaska. Une réunion sur l'avenir de l'Ukraine à laquelle le pays n'est pas convié. Quelle issue possible? Décryptage avec nos spécialistes dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, on en vient à cet incendie qui inquiète dans une usine classée Seveso, située dans le département du Gard. Maxime Cliérusa du service police-justice de BFM TV nous a rejoint. Que sait-on à l'heure actuelle ? Eh bien que cet incendie s'est déclaré tôt ce matin aux alentours de 9h30. C'est l'alarme incendie du bâtiment qui a alerté les autorités. Un bâtiment de production de chlore. C'est une usine classée Seveso, autrement dit une usine qui produit, fabrique, stocke des matières dangereuses pour l'homme et l'environnement. À la suite de cet incendie, un important dégagement de fumée a été observé et un plan particulier d'intervention a été déclenché par la préfecture. Au total, sur un secteur de 825 mètres autour de cette usine, la population a été invitée et est toujours invitée à rester confinée dans leurs entreprises et leurs habitations. Ce que je peux vous dire également, c'est que 88 sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés. Le feu a été fixé il y a peu et désormais c'est en cours d'extinction. C'est la phase d'extinction qui est en train d'avoir lieu. La population est toujours invitée à rester chez elle. On va suivre l'évolution de cette situation. Merci beaucoup. Maxime, on en vient à la canicule. 42 départements de la moitié sud du pays sont placés cet après-midi en vigilance orange par Météo France. Vous les voyez, ces départements où il peut y faire localement 40, peut-être même 42, 43 degrés. Le Vaucluse fait partie de ces départements en très grande vigilance et c'est là que l'on retrouve Victor Pérez-Boucheron à Orange avec des travailleurs du théâtre de la ville. Comment est-ce qu'on s'adapte à ces conditions, Victor ? Regardez, il fait 37 degrés. Nous sommes au théâtre antique d'Orange, baigné de soleil, arrosé de soleil. Et regardez ces travailleurs qui travaillent pour un événement de sport de combat ce soir. Ils ont travaillé hier de 14h à minuit en plein soleil, en pleine chaleur, ressenti plus de 40 degrés quand on travaille. Et juste avec Victor. Victor, vous êtes technicien en vidéo. Comment ça se passe? Comment on s'adapte dans ces fortes chaleurs? Eh bien, on couvre la tête, on boit beaucoup d'eau et puis on met de la crème solaire. Puis on essaie de profiter des zones d'ombre dès qu'il y en a. Un petit peu, mais là au théâtre antique c'est difficile. Il faut aussi protéger les hommes, mais également le matériel. Le matériel il souffre. Oui, il souffre beaucoup, autant que nous presque, mais on le couvre avec des couvertures de survie côté réfrigérant et on espère qu'ils tiennent jusqu'à ce soir. Ce soir, même dans l'après-midi, jusqu'à 40 degrés en ressenti. C'est compliqué pour les organismes. Comment vous l'avez ressenti vous ces derniers jours? On s'est adapté assez vite parce qu'on n'avait pas trop le choix, mais on s'hydrate beaucoup et ça aide. Donc, voilà. On vous souhaite bon courage malgré tout. Merci beaucoup, bonne journée. Vous l'avez compris, jusqu'à 40 degrés en ressenti aussi au théâtre antique d'Orange. On est baigné de soleil, bien que le vent, vous le voyez, s'est levé.
Merci beaucoup Victor Pérez-Boucheron avec Elliot Francom en direct d'Orange. On en parle avec Loïc Rivière, notre journaliste météo-climat BFM TV. Donc avec 42 départements, on le disait aujourd'hui en vigilance orange. Ce sera encore pire demain, qui s'annonce comme l'une des pires journées, des plus chaudes en tout cas de la semaine. Il faut vraiment se dire que nous vivons sous cloche en ce moment. La cloche, c'est l'anticyclone qui enveloppe le pays et une bonne partie de l'Europe de l'Ouest également. La chaleur remonte donc d'Espagne et du Maghreb. On va quand même ressentir une influence un peu plus océanique à partir du milieu de la semaine. Nous sommes sur un plateau chaud. Un pic est prévu entre lundi et mercredi. Alors en réalité, la chaleur est déjà bien installée. 42 départements en vigilance orange pour aujourd'hui, 46 demain. Nous allons ajouter la Vienne, les Deux-Sèvres, la Creuse, également la Haute-Corse, qui sera concernée par ces températures caniculaires de jour, de nuit. Cette nuit, à 5 heures du matin, on a relevé plus de 30 degrés à Perpignan. Avec l'humidité dans l'air, le ressenti dépassait les 35. En réalité, le jour n'était même pas encore levé. Près de 23 degrés à Millau. Nous sommes dans le Massif central, à 700 mètres. Nuit tropicale, là aussi. Elles vont se généraliser donc sur une bonne moitié sud et journée caniculaire. Des pointes à plus de 40 degrés à nouveau cet après-midi dans la vallée de la Garonne, en descendant vers le département de l'Aude et dans l'arrière-pays méditerranéen. On va ajouter encore quelques degrés. Plus au nord pour la journée de demain, 42 degrés dans le sud-ouest, peut-être même des pointes à 43 degrés. On devrait s'approcher des 35 degrés dans l'intérieur de la Bretagne et en direction de la région parisienne. Je vous laisse retrouver votre ville sur cette carte détaillée pour ce lundi. Loïc, le préfet de l'Aude, département qui reste en veille pour éviter toute reprise d'incendie, a déclaré ce matin que le département pourrait passer en vigilance rouge dans l'après-midi. Quand le saurons-nous ? Alors ça se discute là. En ce moment, d'un point de vue météorologique, la situation est claire. On va être très proche des records sur un très large quart sud-ouest. Mais en réalité, une vigilance rouge se discute avec les ministères. Le ministère de la Santé, notamment les ARS, Santé publique France. Tout dépend de la saturation des hôpitaux face à ces très fortes chaleurs durables. Ça va continuer d'ailleurs jusqu'en milieu de semaine, voire même jusqu'en fin de semaine prochaine pour les départements concernés par la vigilance. Nous nous arrêtons dans l'Aude, évidemment. Je vous emmène du côté de Saint-Laurent-Cabreries et voyez l'évolution des températures. Là, on a déjà 35 degrés sur ce secteur, 50 km/h de vent, 50% d'humidité, mais ça baisse sensiblement. La température va probablement dépasser les 40 degrés pour cet après-midi. Voilà pourquoi il est important de maîtriser cet incendie le plus rapidement possible. En début de semaine, 42 voire 43 degrés. On va guetter les orages qui pourraient arriver à partir de mercredi. Alors, il ferait baisser la pression temporairement. Ça permettrait d'arroser là aussi, mais ils vont probablement circuler un peu trop rapidement. Chaleur le jour, chaleur la nuit, donc, et des situations compliquées pour les personnes les plus vulnérables face à cette canicule. On parle évidemment des plus jeunes, mais aussi des seniors. On vous emmène en Gironde désormais, où les structures accueillant des seniors se mobilisent et déclenchent leur procédure canicule. Des mesures récurrentes et désormais bien connues, bien comprises. On voit ça avec Eléa Morel et Vincent Hénin. Chez Françoise et son mari, une journée de canicule est une journée passée dans l'obscurité. On regarde la télé. Si je veux faire de la cuisine, je la fais le matin de bonne heure, comme ça, pour pas trop chauffer dans la journée. Je ne refais rien le soir. Sur le balcon, fait 30. On a quand même baissé de la température. La retraitée de 84 ans a obtenu l'installation de Store auprès de la résidence senior où elle vit. On peut quand même être sur le balcon. Avant, c'était impossible et de sortir, c'était impossible. Sortir sur le balcon, mais pas plus. Avec près de 40 degrés attendus dans la journée, les seniors sont invités à descendre dans les salles climatisées. Une ambiance pénible pour ces résidentes. Je me mets assise sur une chaise et puis j'attends avec les autres. On est fatigué, on est fatigué. On a envie de rien. Le soir, on se met un peu dehors quand il fait bon. Avec la chaleur, les visites aux seniors sont plus récurrentes, tout comme les messages de prévention. Les seniors ont bien intégré les consignes, elles les connaissent et les appliquent aussi depuis plusieurs années maintenant. Pour autant, il est toujours important de rappeler, notamment au niveau de l'hydratation, parce que quand on vieillit, on ne ressent plus la soif comme avant. En période de canicule, la plupart des espaces seniors ouvrent leurs salles climatisées, même aux personnes non résidentes. Et on prend la direction des Alpes-Maritimes et de Nice, où la température va dépasser les 32 degrés à l'ombre aujourd'hui. La ville qui a déclenché son plan bleu pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Décryptage avec Claudia Olivier auprès d'une gérante d'EHPAD.
Alors c'est un plan qui a été donc mis en place par la municipalité pour aider les personnes qui sont dans le besoin, les personnes les plus vulnérables. Et on va tout de suite retrouver Jennifer Salle, vous êtes adjointe aux seniors et aux solidarités. Alors concrètement, en quoi consiste ce plan bleu ? Écoutez, le plan bleu s'est mis en place à partir du moment où le plan canicule est déclenché, mis en œuvre par le préfet. Mais Christian Estrosi, le maire de la ville, fait en sorte vraiment d'être au plus proche des personnes qui en ont le plus besoin. Donc notamment nos seniors. Le plan bleu est mis en place dans nos EHPAD pour faire en sorte d'avoir une vigilance renforcée auprès de nos aînés, c'est-à-dire les placer dans une pièce où il y a la clim, les faire boire régulièrement dans les EHPAD. On ouvre également les EHPAD aux personnes extérieures qui pourraient ne pas avoir de pièces climatisées chez elles. Et puis le but, c'est vraiment de prendre soin d'elles. Et nous avons un service, notamment avec un registre des personnes fragiles et isolées, et avec le CCAS et de nombreuses associations qui nous aident. Nous appelons, à partir du moment où le plan est déclenché, nous appelons régulièrement les personnes âgées pour leur rappeler les conduites à tenir, notamment en cas de forte chaleur. Alors ici, nous sommes dans un centre communal d'action sociale qui accueille les personnes les plus démunies. Dans ce plan canicule, concrètement, en quoi consiste-t-il ? Là, on est dans un centre d'hébergement d'urgence pour les personnes en situation de précarité. Normalement, il n'est ouvert que la nuit pour permettre aux personnes de pouvoir dormir. Et dès que le plan canicule est déclenché, nous l'ouvrons en journée pour que les personnes qui sont à l'extérieur et qui souffrent de la chaleur puissent avoir un point de chute pour pouvoir se reposer, pour pouvoir se poser, pour pouvoir s'hydrater, pour pouvoir manger également. Donc voilà, nous sommes et nous resterons ouverts tant que le plan canicule sera mis en place. Écoutez, merci beaucoup. Alors vous l'avez compris, les températures vont continuer de grimper, donc soyez vigilants avec les personnes vulnérables. Ici, le département des Alpes-Maritimes et celui du Var ont été placés en vigilance orange canicule. Claudia Olivier à Nice avec Emma Arnaud. On vous parle de François Bayrou à 15h10. Le Premier ministre qui revient à la charge sur son projet de supprimer 2 jours fériés potentiellement, le lundi de Pâques et le 8 mai. Objectif, être un pays plus compétitif économiquement. Être plus productif, mais aussi économiser 4,2 milliards d'euros dans le cadre du budget 2026 grâce au secteur privé. Un effort demandé aux travailleurs et sur lequel le Premier ministre demande aux partenaires sociaux de négocier, et ce d'ici la fin septembre. Reportage de Mathilde Couvelière-Flornois et de Lolita Perron. Sur ce marché lillois, la perspective de supprimer 2 jours fériés n'enchante pas vraiment. Je pense qu'on cotise déjà assez pas mal. Je pense qu'on donne assez de notre personne pour encore nous enlever un bien qui a été acquis par nos anciens. À mon avis, il y a d'autres moyens de récolter de l'argent, peut-être déjà en supprimant une partie des primes de tous nos grands conseillers, nos présidents et tout ça. Une mesure présentée aux partenaires sociaux et qui pourrait finir dans le projet de loi de finances 2026. Les économies d'une telle mesure ont même déjà été estimées par le gouvernement. Le rendement de cette mesure devra être pour le secteur privé de 4,2 milliards d'euros dès 2026. Le gouvernement évoque l'éventualité de supprimer le lundi de Pâques et le 8 mai, en expliquant qu'il se situe à une période de l'année comportant de nombreux jours fériés. Mais le Premier ministre dit rester ouvert aux négociations. Le choix des 2 jours fériés identifiés peut être discuté dès lors que le rendement de la mesure est préservé. Mais les syndicats mettent en doute les économies avancées. Le mois de mai est aussi très bénéfique pour toute l'industrie du tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Le calcul n'est pas forcément rentable. Les partenaires sociaux ont jusqu'au 1er septembre pour prendre part aux négociations qui devront s'achever au plus tard le 30 septembre prochain. 15h12 dans l'après-midi info sur BFM TV. Nouvel épisode cet après-midi de votre document long format. La chasse commence sur la traque d'Adolf Hitler à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les enquêteurs qui approfondissent leurs investigations sur la manière dont Adolf Hitler a pu s'échapper de Berlin assiégé. Et au cœur de cet épisode, un site que le FBI aurait utilisé pour débarquer Hitler en Argentine, un itinéraire d'évasion du bunker d'Hitler à Berlin vers un aéroport voisin où de nombreux avions nazis ont décollé sous le couvercle de l'obscurité. Document RMC Découverte. On se retrouve pour le reste de l'actualité et de l'information à 16h.